Mon nom est Gérard. Pendant 40 ans, j'ai sillonné les routes de France au volant de mon poids lourd. Aujourd'hui retraité, je ressens le besoin de partager ce qui m'est arrivé sur les routes maudites du Languedoc. Des événements que la raison refuse d'accepter, mais que mes yeux ont vus. C'était il y a 20 ans. Je transportais des matériaux de construction de Montpellier vers Toulouse. 10 heures de route déjà derrière moi. La nuit venait de tomber sur les collines du Languedoc, et j'adorais ces heures sombres où les routes se vidaient. Cette solitude me rassurait, m'apaisait même. J'écoutais une vieille chanson française quand mes phares ont éclairé une silhouette au bord de la D612, près du panneau indiquant le kilomètre 62. Un homme d'une 60aine d'années faisait du stop, ses vêtements sales et déchirés, flottant dans le Mistral. « Où allez-vous, mon ami ?» lui ai-je demandé en m'arrêtant. « Mon camion, à 1 kilomètre d'ici. Personne ne s'arrête pour m'aider ?» a-t-il murmuré d'une voix étrangement étouffée. L'homme est monté côté passager. Immédiatement, une odeur de terre humide et de quelque chose d'indéfinissable a envahi la cabine. Il restait silencieux, le regard fixé droit devant lui. Ses yeux avaient quelque chose d'étrange, comme s'il regardait au-delà de ce monde. 1 kilomètre, puis 2, puis 3. Aucun camion en panne. Quand j'ai jeté un coup d'œil au compteur kilométrique, mon sang s'est glacé. Nous étions de retour au kilomètre 62, exactement là où je l'avais pris. Comment est-ce possible ? Ai-je balbutié. L'homme a tourné sa tête vers moi. Son visage était d'une pâleur cadavérique et un sourire terrifiant s'est dessiné sur ses lèvres. « Descendez, descendez maintenant !» ai-je hurlé. Il est sorti sans un mot, sans un regard. Je l'ai vu marcher vers les chênes verts qui bordent la route et disparaître dans les ombres, comme s'il s'était fondu dans la nuit languedocienne. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là sur la D612 ? Était-ce le Mistral qui me jouait des tours, ou quelque chose de bien plus sinistre hante-t-il les routes du Languedoc ? Si vous avez vécu des expériences similaires sur les routes de France, partagez-les en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire vraie qui va vous glacer le sang. Je n'ai pas eu le temps de redémarrer. Un autre poids, lourd, s'est arrêté devant moi, ses warnings clignotant dans la nuit languedocienne. Le conducteur en est descendu rapidement, courant vers ma portière avec une urgence dans ses gestes. « Mon ami, il faut partir d'ici. Tu as vu le vieil homme qui fait du stop, n'est-ce pas ? Comment pouvait-il savoir ? Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Cet homme, la cinquantaine, portait les couleurs d'une entreprise de transport de Béziers. Son visage était marqué par l'inquiétude. Je parcours cette route presque tous les jours depuis 15 ans. M'a-t-il expliqué en regardant nerveusement vers les chênes. Ce que tu viens de voir, c'est Marcel Fourcade. Il est mort ici même il y a 12 ans. Marcel Fourcade. Un nom gravé dans la mémoire collective des routiers du Languedoc. Un chauffeur expérimenté qui connaissait chaque virage entre Montpellier et Carcassonne. Une nuit de novembre 2011, son camion a quitté la chaussée au kilomètre 62. On l'a retrouvé 3 jours plus tard, écrasé contre un chêne centenaire. Mais pourquoi apparaît-il encore ? ai-je demandé, la voix tremblante. Mon collègue Paul a disparu l'année dernière, a continué l'homme en baissant la voix. Nous roulions ensemble, en contact radio permanent. Il m'a dit qu'il allait prendre un autostoppeur qui avait l'air d'avoir eu un accident. Plus jamais eu de nouvelles, ni de lui, ni de son camion. Le Mistral soufflait plus fort maintenant, faisant gémir les branches au-dessus de nous. L'atmosphère était devenue oppressante, comme si la nuit elle-même nous écoutait. Certains disent qu'il cherche de la compagnie pour son dernier voyage, a-t-il ajouté avant de remonter dans son camion. D'autres pensent qu'il est condamné à répéter sa dernière course. Mais tous ceux qui s'arrêtent pour l'aider, ils ne reviennent jamais. Pourquoi moi ? Pourquoi m'a-t-il laissé repartir ? L'homme a haussé les épaules avant de démarrer. Peut-être que ce n'était pas encore ton heure, Gérard, mais si tu repasses par ici, ne t'arrête plus jamais au kilomètre 62 après minuit.
Resté seul dans ma cabine, j'ai fixé le panneau kilométrique qui brillait faiblement sous mes phares. 62. Ce chiffre allait désormais me hanter. Car je savais, au plus profond de moi, que ce ne serait pas ma dernière rencontre avec les forces obscures qui rôdent sur les routes du Languedoc. En redémarrant, j'ai aperçu dans mon rétroviseur une silhouette qui se tenait de nouveau au bord de la route. Marcel Fourcade était revenu. Il attendait sa prochaine victime. Le lendemain matin, impossible de chasser cette nuit de ma mémoire. Je me suis arrêté au relais routier de Béziers, espérant que la lumière du jour et un café noir me remettraient les idées en place. Erreur. À peine assis au comptoir, j'ai entendu 2 chauffeurs discuter à voix basse derrière moi. Tu as entendu parler de Jacques Moreau, celui de la société Languedoc Transport. Le gars qui a disparu sur la D612 il y a 6 mois, bien sûr. Mon sang s'est glacé. Je me suis retourné discrètement. 2 hommes dans la quarantaine, l'air fatigué des longs trajets, parlaient en regardant constamment autour d'eux. Ma femme bosse à la gendarmerie, a continué le premier. Ils ont retrouvé son camion au kilomètre 62, intact, chargement toujours sanglé. Mais Jacques, envolé, comme s'il s'était évaporé. J'ai fait mine de lire le journal local, mais je tendais l'oreille. Le kilomètre 62, toujours le même endroit maudit. Mon beau-père raconte qu'avant la guerre, cette portion de route était déjà réputée, a murmuré le second. Les anciens l'appelaient le passage des âmes. Paraît qu'à l'époque des Cathares, c'était un lieu d'exécution. Les Cathares. Ces hérétiques brûlés par l'Inquisition au XIIIe siècle dans tout le Languedoc. Leurs âmes torturées entraient-elles encore cette terre rougie de sang? L'un des hommes a décroché son téléphone. Sa voix s'est faite plus grave. « Allô? Comment ça, un autre camion? Au kilomètre 62? Non, impossible, j'arrive. » Il s'est levé précipitamment, le visage livide. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé son collègue. Ils viennent de retrouver le camion de Bernard Dulac. Moteur tournant au ralenti, phares allumés, mais Bernard a disparu. Exactement comme les autres. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. « Excusez-moi, vous parlez du kilomètre 62 sur la D612 ?» Les 2 hommes m'ont dévisagé avec méfiance. « Vous le connaissez ?» J'y étais hier soir, j'ai vu Marcel Fourcade. Un silence de mort s'est abattu sur notre coin du relais. Puis, le plus âgé s'est penché vers moi. « Vous mentez. Marcel est mort il y a 12 ans. Je sais. Mais il m'a fait monter dans mon camion. Il cherchait de l'aide pour son propre camion, soi-disant en panne. » Les visages se sont fermés. L'un d'eux a sorti un chapelet de sa poche. « Mon vieux, si Marcel vous a laissé repartir vivant, c'est que vous avez quelque chose de spécial. Ou alors, il a marqué une pause. Ou alors il vous a marqué. Et il reviendra vous chercher. » Une sueur froide a coulé dans mon dos. « Marqué ? Que voulait-il dire ? » « Écoutez-moi bien, » a repris l'homme en se levant. « Ne repassez plus jamais par la D612 la nuit. Prenez l'autoroute, même si c'est plus long. Cette route, elle réclame son dû. » En sortant du relais, j'ai aperçu au loin les gyrophares des gendarmes. Un autre camion. Un autre disparu. Au kilomètre 62. Les paroles du relais me hantaient. Marqué. Ce mot résonnait dans ma tête comme un glas. J'ai décidé de creuser l'histoire de cette route maudite. Direction. Les archives départementales de Montpellier. Madame Catala, l'archiviste, une femme âgée aux cheveux blancs, m'a accueilli avec curiosité quand j'ai mentionné mes recherches sur la D612. « Ah, la route des Cathares », a-t-elle murmuré en remontant ses lunettes. « Vous n'êtes pas le premier à venir fouiller dans ces dossiers. Suivez-moi. » Elle m'a conduit dans une salle poussiéreuse où s'entassaient des cartons jaunis. L'odeur du papier ancien et de l'humidité imprégnaient l'air. Voici les archives de 1209 à 1244, l'époque de la croisade contre les Albigeois, a-t-elle expliqué en sortant un épais dossier. Cette portion de route traverse l'ancien chemin des supplices.
le chemin des supplices. Un frisson m'a parcouru l'échine. Dans un manuscrit latin traduit, j'ai découvert l'horreur. Au kilomètre 62 actuel se dressait autrefois un gibet permanent. Les parfaits cathares y étaient pendus avant d'être brûlés. Le texte mentionnait des centaines d'âmes qui n'ont jamais trouvé leur repos. Regardez cette carte de 1887, a continué Madame Catala en déployant un document fragile. Au kilomètre 62, un symbole étrange était tracé. Une croix inversée entourée d'un cercle. À côté, une annotation à l'encre délavée, lieu de passage des trépassés, évité après le coucher du soleil. Mais ce n'est pas tout, a-t-elle ajouté en sortant un autre dossier. Regardez les rapports de gendarmerie du XXe siècle. 1923. Disparition du postillon Henri Lacaze au kilomètre 62. 1947. Un camion militaire retrouvé vide au même endroit. 1965. Disparition du chauffeur de bus Marcel Bonneau. 1978. Un routier parisien volatilisé avec sa remorque. Et la liste continuait. Tous les 12 ans environ, toujours au kilomètre 62. Marcel Fourcade était donc prédestiné, ai-je murmuré. Pas prédestiné, choisi, a corrigé l'archiviste. D'après les témoignages, les victimes ont toutes un point commun. Elles sont seules, fatiguées, et elles s'arrêtent pour aider quelqu'un. Mon cœur s'est emballé. C'était exactement mon cas. Les anciens racontent qu'il faut un passeur pour maintenir le passage ouvert entre les mondes, a-t-elle continué. Marcel était le dernier en date. Mais s'il vous a laissé partir, c'est qu'il vous a choisi comme successeur. Les mots ont résonné comme une sentence de mort. Successeur, passeur d'âme, gardien maudit du kilomètre 62. Il y a un moyen de briser la malédiction. Component placement, ai-je demandé d'une voix tremblante. Madame Catala a fouillé dans ses papiers et a sorti un fragment de parchemin. Selon ce texte cathare, seule une âme pure qui refuse le passage 3 fois peut libérer le gardien actuel. Mais attention, refuser le passage a un prix. Quel prix? Elle a refermé le dossier, le visage grave. Celui qui refuse devient la proie de toutes les âmes en peine du chemin des supplices. Elles le traqueront jusqu'à ce qu'il cède ou jusqu'à ce qu'il en meure. En sortant des archives, j'ai compris que ma vraie épreuve ne faisait que commencer. Marcel reviendrait. Et la prochaine fois, il ne me laisserait pas le choix. 3 semaines avaient passé depuis ma découverte aux archives. J'évitais religieusement la D612, prenant toujours l'autoroute malgré les coûts supplémentaires. Mais ce soir de décembre, le destin en avait décidé autrement. Un carambolage sur l'A9 m'obligeait à emprunter la nationale. Il pleuvait des cordes sur le Languedoc et mes phares peinaient à percer l'obscurité. 22h45 au tableau de bord, bientôt minuit. Le panneau est apparu dans la lueur de mes phares, kilomètre 60. Mon cœur s'est emballé. Plus que 2 kilomètres avant le point maudit. J'ai accéléré, espérant passer le kilomètre 62 le plus vite possible. Mais au détour d'un virage, mes phares ont éclairé une silhouette familière. Sous la pluie battante, Marcel Fourcade attendait. Sa silhouette dégoulinante d'eau ressemblait à un cadavre exhumé. Malgré moi, j'ai freiné. Une force invisible semblait guider mes gestes. Marcel a levé sa main décharnée et j'ai senti mon pied lâcher l'accélérateur. Non, Zrenia, pas cette fois. Mais la portière s'est ouverte toute seule. Marcel est monté, apportant avec lui une odeur de terre mouillée et de décomposition. Cette fois, il a parlé. « Tu as cherché à comprendre, Gérard. Maintenant, tu sais, il est temps. » Temps de quoi? De prendre ma place, de devenir le gardien du passage. Ses yeux brillaient d'une lueur spectrale dans l'obscurité de la cabine. J'ai vu autour de nous des dizaines d'autres silhouettes émerger de la nuit. Les victimes précédentes. Paul, le collègue disparu, Jacques Moreau,
Bernard Dulac. Tous me fixaient avec des regards vides. « Regarde-les, Gérard, ils attendent de passer de l'autre côté. Moi seul peux les guider, mais je suis fatigué, si fatigué. Et si je refuse ?» Marcel a souri, révélant des dents noircies. « Tu ne peux pas refuser, tu es déjà marqué. » Sentis-tu la brûlure sur ton épaule? Effectivement, une douleur lancinante irradiait de mon épaule droite, là où Marcel m'avait effleuré lors de notre première rencontre. Le camion s'est arrêté net. Nous étions exactement au kilomètre 62, à la place même où Marcel avait trouvé la mort 12 ans plus tôt. « Descends maintenant », a-t-il ordonné, et marche vers les arbres. Je me suis souvenu des paroles de Madame Catala. Seule une âme pure qui refuse le passage 3 fois peut libérer le gardien actuel. Je refuse. Swing, ai-je hurlé dans la nuit. Un cri inhumain a déchiré l'air. Marcel et toutes les apparitions ont reculé comme frappés par une force invisible. Mais Marcel s'est redressé, plus menaçant encore. « Tu ne peux refuser qu'une seule fois, Gérard. La prochaine, tu n'auras plus le choix. » Ils ont tous disparu d'un coup. Mon camion a redémarré instantanément. Mais en repartant, j'ai aperçu dans le rétroviseur une inscription qui n'était pas là avant, gravée dans la buée de la vitre arrière, 2 fois. Marcel comptait. Il me restait 2 refus avant d'être définitivement piégé. Mais à quel prix allais-je payer cette résistance? Car au fond de moi, je sentais que les vraies épreuves ne faisaient que commencer. Après ma seconde rencontre avec Marcel, j'ai cherché l'aide du seul homme qui pourrait comprendre. Le père Augustin, aumônier des routiers et historien spécialiste de l'histoire cathare. Son presbytère se dressait dans le vieux village de Minerve, à quelques kilomètres de la D612. « Vous portez la marque, mon fils », a-t-il murmuré en examinant mon épaule droite où une cicatrice en forme de croix inversée était apparue depuis ma première rencontre avec Marcel. Le père Augustin m'a conduit dans sa bibliothèque, tapissée d'ouvrages sur l'Inquisition et les hérésies languedociennes. Il a sorti un manuscrit relié de cuir noir. Ce que vous vivez a commencé en 1244. Écoutez bien cette histoire. Sa voix s'est faite grave, presque hypnotique. Frère Guilhem de Minerve était le dernier parfait cathare de la région. Traqué par l'Inquisition, il s'était réfugié dans les grottes près du kilomètre 62. Les soldats l'ont trouvé et traîné au gibet. Mais avant de mourir, Guilhem a prononcé une malédiction terrible. Il a juré que son esprit resterait lié à ce lieu jusqu'à ce qu'un homme pur accepte de prendre sa place et guide vers la lumière toutes les âmes perdues de la croisade. Toutes ces disparitions, Zrenia, ne sont que des gardiens temporaires, a poursuivi le prêtre. Guilhem choisit des hommes au cœur noble comme vous pour maintenir le passage ouvert. Mais aucun n'était assez pur pour briser définitivement la malédiction. Il m'a montré une enluminure représentant un homme en habit cathare, les bras levés vers le ciel. Autour de lui, des dizaines d'âmes en peine. Marcel n'était qu'un intermédiaire. Le vrai maître de ce lieu, c'est Guilhem de Minerve, et il vous attend depuis longtemps. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui me rend si spécial? Le père Augustin a hésité avant de répondre. Vos ancêtres, d'où venaient-ils? Du Languedoc, depuis des générations. Ma famille est originaire de Minerve. Son visage s'est décomposé. Votre nom de famille? Gérard comment? Gérard de Minerve. Mes ancêtres ont toujours porté ce nom. Le manuscrit lui a échappé des mains. Il a cherché fébrilement dans les pages jusqu'à trouver un arbre généalogique ancien. Mon Dieu, vous êtes le descendant direct de Guilhem de Minerve. Son propre sang coule dans vos veines. La révélation m'a frappé comme un coup de massue. Tout prenait sens. Les apparitions, la marque, ma résistance inhabituelle. C'est pour cela que Marcel vous a épargné la première fois, a continué le prêtre. Il savait qui vous étiez. Guilhem attend que son descendant vienne le remplacer définitivement. Et si je continue à refuser, Guilhem se manifestera en personne. Et contrairement à Marcel, lui ne vous laissera aucun choix.
Il réclamera ce qui lui appartient, votre âme. À cet instant, toutes les lumières du presbytère se sont éteintes. Dans l'obscurité, j'ai entendu une voix caverneuse résonner dans les murs. « Gérard de Minerve, mon sang, mon héritier, viens à moi. » « Il sait que vous êtes ici, » a chuchoté le père Augustin en se signant. « Partez, partez maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » En m'enfuyant du presbytère sous l'orage, j'ai compris que je ne fuyais pas seulement une malédiction. Je fuyais mon propre destin, inscrit dans mon sang depuis 8 siècles. 2 mois après ma révélation au presbytère, je pensais avoir trouvé un répit en évitant totalement la région. Mais le destin m'a rattrapé sur l'autoroute A75, près de Millau. Un accident m'obligeait encore une fois à emprunter les routes secondaires du Languedoc profond. Cette fois, j'avais un passager, Henri, un jeune collègue de 25 ans qui rentrait avec moi de Montpellier vers Toulouse. Sa présence me rassurait. Peut-être que les forces obscures n'oseraient pas se manifester devant un témoin. « Tu es sûr que c'est le bon chemin, Gérard ?» m'a demandé Henri en regardant la carte. « Cette route traverse la garrigue, c'est désert. Fais-moi confiance, petit. 40 ans de route, ça compte. » Il était 3 heures du matin. Nous roulions depuis Béziers quand la fatigue a commencé à me gagner. J'ai proposé à Henri de prendre le volant le temps que je dorme un peu dans la couchette. « Réveille-moi s'il y a quoi que ce soit d'anormal », lui ai-je dit en m'installant à l'arrière. Je venais de fermer les yeux quand la voix d'Henri m'a tiré de ma somnolence. « Gérard, regarde ça. » J'ai ouvert le rideau de la couchette. Dehors, dans la lueur de nos phares, une silhouette massive se déplaçait entre les chênes kermès. Elle avançait sur ses pattes arrière, comme un homme, mais sa carrure et sa démarche n'avaient de rien d'humain. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» a murmuré Henri, la voix tremblante. Le camion s'est arrêté net. Henri tentait de redémarrer, mais rien n'y faisait. La créature s'est approchée lentement et nous avons pu distinguer ses traits dans la lumière des phares. C'était un taureau, mais pas n'importe lequel. Il marchait debout sur ses pattes arrière, ses yeux brillaient d'une lueur rouge et ses cornes semblaient avoir été taillées dans l'obsidienne. Le taureau de Minerve des légendes cathares, le gardien des âmes damnées. C'est pas possible, Zrenia a balbutié Henri. Les taureaux ne marchent pas debout. La bête s'est immobilisée à une 20aine de mètres, nous fixant intensément. J'ai compris immédiatement. Guilhem de Minerve envoyait ses créatures me chercher. Henri, tu as quelque chose de religieux sur toi ? Une médaille de Saint Christophe, patron des voyageurs. Pourquoi ? Sors là et commence à prier. Prie comme tu n'as jamais prié de ta vie. Henri a obéi, sortant sa petite médaille en argent. Immédiatement, la créature a poussé un rugissement qui a fait vibrer les vitres du camion. « Ça marche, elle recule !» Zrenia, s'est exclamé Henri. Mais mon soulagement a été de courte durée. D'autres silhouettes émergeaient de la garrigue. Des loups aux yeux de braise, des sangliers aux défenses argentées. Toute une meute de créatures spectrales encerclait notre camion. « Mon Dieu, Gérard, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Ce n'est pas ce qu'on a fait, Henri, c'est ce que je suis. » Je lui ai raconté en accéléré mon héritage maudit, Marcel Fourcade, Guilhem de Minerve. Henri m'écoutait, les yeux écarquillés, sans cesser de serrer sa médaille. « Tu veux dire que ces choses, elles te cherchent ? Elles veulent me ramener au kilomètre 62 pour que j'accomplisse ma destinée ?» Soudain, le taureau s'est dressé sur ses pattes arrière et a abattu ses sabots sur le capot. Le métal s'est enfoncé comme du papier froissé. Henri, récite le Notre Père. Maintenant, tandis qu'Henri priait, j'ai senti une force étrange m'envahir. La médaille de Saint Christophe s'est mise à luire d'une douce lumière dorée. Les créatures ont reculé en gémissant. Continue Henri, ça fonctionne. Peu à peu, les créatures spectrales ont disparu dans la garrigue. Le taureau nous a lancé un dernier regard, chargé de haine avant de s'évanouir dans la nuit. « C'est fini ?» a demandé Henri, épuisé. « Non, c'est juste le début. Guilhem sait où je suis. Et la prochaine fois,
il viendra en personne. Le lendemain de notre rencontre avec les créatures de la garrigue, Henri n'était plus le même homme. Il avait pris un congé maladie et refusé de me parler au téléphone. Sa femme m'a dit qu'il passait ses nuits à arpenter leur appartement en murmurant des prières. Une semaine plus tard, elle m'a appelé, paniquée. « Gérard, Henri a disparu. Il est parti dans la nuit sans rien dire. J'ai trouvé ça sur son oreiller. » Elle m'a lu le message griffonné d'une écriture tremblante. « Il m'appelle. Le kilomètre 62. Je dois y aller, pardonnez-moi. » Mon sang s'est glacé. Henri était devenu un dommage collatéral de ma malédiction. Témoin de l'impossible, il était maintenant marqué lui aussi. J'ai foncé vers la D612, priant pour arriver à temps. En approchant du kilomètre fatidique, j'ai aperçu le camion d'Henri, garé sur le bas-côté. Portières ouvertes, phares allumés dans le jour naissant, mais pas trace d'Henri. « Henri, Henri, où es-tu » Ma voix s'est perdue dans le silence oppressant des chênes verts. Puis, j'ai entendu une réponse qui m'a glacé d'effroi. « Il est avec nous maintenant, Gérard. » Marcel Fourcade est apparu entre les arbres, mais il n'était plus seul. À ses côtés se tenaient Paul, Jacques, Bernard et Henri. Tous avec le même regard vide, la même pâleur cadavérique. « Tu vois ce que ton refus provoque ? Zrenia !» a continué Marcel. « Chaque témoin de notre existence devient une nouvelle victime. Combien d'innocents vas-tu sacrifier par égoïsme ?» Henri s'est avancé vers moi. Sa voix n'était plus la sienne. « Gérard, pourquoi m'as-tu entraîné dans tout ça ? J'avais une femme, des enfants. Maintenant, je suis prisonnier de cette dimension entre les mondes. La culpabilité m'a submergé. Ce gamin innocent payait le prix de mon héritage maudit. Que voulez-vous ? Ce que nous avons toujours voulu, a répondu une voix nouvelle, plus ancienne, plus terrifiante. Une silhouette imposante s'est matérialisée derrière les autres. Vêtu d'une robe cathare déchirée, les yeux brillants d'une lumière bleutée, Guilhem de Minerve se dressait enfin devant moi. Mon descendant, mon héritier, il est temps que tu assumes ton lignage. Autour de lui, des centaines d'âmes en peine se pressaient dans la pénombre des arbres. Tous les disparus de la D612 depuis 8 siècles, tous attendant d'être libérés. « Je connais les règles », ai-je dit en serrant les poings. « Il me reste encore un refus. » Guilhem a souri, révélant des dents noircies par les siècles. « Vraiment ? Et combien d'autres Henri vas-tu sacrifier ? Regarde bien !» Des images se sont imposées à mon esprit. Des dizaines d'autres routiers, témoins involontaires de mes rencontres précédentes, lentement attirés vers le kilomètre 62. Ma voisine qui m'avait vu partir troublée. Le garagiste qui avait remarqué ma cicatrice. Le serveur du relais routier. Tous ceux qui ont été en contact avec ta malédiction finiront par nous rejoindre, a expliqué Guilhem. C'est la loi du passage maudit. Plus tu résistes, plus tu condamnes d'innocents. La femme d'Henri pleure chaque nuit. Ses enfants demandent où est papa. Et bientôt, elle aussi sera attirée vers nous. C'est le prix de ton refus. J'ai regardé Henri, devenu l'ombre de lui-même. Sa jeunesse fauchée par ma faute, sa famille brisée. Et combien d'autres allaient qu'y suivre. Tu as jusqu'à demain minuit pour prendre ta décision finale, a déclaré Guilhem en s'évanouissant. Après, je viendrai te chercher moi-même, et tous ceux qui t'entourent partageront ton sort. Resté seul face au camion abandonné d'Henri, j'ai compris que je n'avais plus le choix. Pour sauver les innocents, il me faudrait accepter mon destin maudit. « 23h45. Il ne me restait que 15 minutes avant l'ultimatum de Guilhem de Minerve. J'avais pris ma décision. Je me rendrais au kilomètre 62 pour accepter mon destin et libérer les innocents pris au piège. Mais en arrivant sur les lieux maudits, j'ai découvert une scène inattendue. Le père Augustin était là, entouré de 6 autres prêtres formant un cercle de protection.
des cierges brûlaient autour d'eux et ils récitaient des exorcismes en latin. « Mon père, que faites-vous ici? Je vous sauve, mon fils. Nous allons briser cette malédiction une fois pour toutes. » Le prêtre tenait dans ses mains un reliquaire ancien. Voici un fragment d'os de Saint Dominique, celui-là même qui a dirigé l'Inquisition contre les cathares. Sa relique peut purifier ce lieu maudit. À l'instant où la relique s'est ouverte, une lumière dorée a jailli, repoussant les ombres de la nuit. J'ai senti immédiatement l'atmosphère changer. L'oppression constante qui pesait sur mes épaules s'est allégée. Ça marche, Zrenia, je sens la différence. Les prêtres ont intensifié leurs prières. La lumière dorée s'est étendue, formant un dôme protecteur autour de nous. Mais Guilhem de Minerve n'allait pas abandonner si facilement. Il est apparu avec sa légion d'âmes damnées, plus furieux que jamais. « Vous n'avez pas le droit. Le sang de Minerve m'appartient. Au nom du Christ, je te l'interdis, esprit impur. » Component placement, a répondu le père Augustin en brandissant sa croix. La bataille spirituelle a fait rage. D'un côté, les forces du mal menées par Guilhem. De l'autre, la foi pure des 7 prêtres. Au centre, moi, enjeu de ce combat cosmique. Peu à peu, la lumière sacrée a pris le dessus. Guilhem et ses créatures ont reculé, hurlant de douleur au contact de l'aura divine. Non, pas maintenant. J'étais si près. Guilhem de Minerve s'est désintégré dans un cri d'agonie, emportant avec lui Marcel, Paul, Jacques et Henri. Tous libérés enfin de leur prison éternelle. C'est fini, a murmuré le père Augustin en s'effondrant d'épuisement. La malédiction est brisée. Le passage est scellé. J'ai regardé ma main droite. La cicatrice en forme de croix inversée avait disparu. Je me sentais normal, libéré. Dans les jours qui ont suivi, tout semblait revenir à la normale. Henri était réapparu chez lui sans aucun souvenir de son enlèvement spectral. Sa femme pleurait de joie. Les autres familles de disparus ont retrouvé leurs proches, miraculeusement revenus à la vie. Je suis retourné à mon travail de routier, empruntant la D612 sans crainte. Le kilomètre 62 était redevenu un simple point sur la carte. 3 mois de paix parfaite. Je commençais à croire que mon cauchemar était vraiment terminé. Jusqu'à cette nuit de mars où, en passant devant le kilomètre 62, j'ai aperçu une silhouette familière au bord de la route. Mais ce n'était pas Marcel Fourcade. C'était le père Augustin. Ses vêtements étaient déchirés, son visage livide. Il m'a fait signe de m'arrêter avec des gestes frénétiques. « Mon père, que vous arrive-t-il ? Je vous croyais au presbytère ?» Il m'a regardé avec des yeux hagards, terrifiés. « Gérard, nous avons commis une erreur terrible. La relique, elle n'a pas détruit la malédiction, elle l'a transférée. » « Transférée ? Que voulez-vous dire ? » ?»« Sur moi. Depuis 3 mois, je suis le nouveau gardien du passage. Et maintenant, je n'en peux plus. Il me faut un successeur. » Ses yeux ont brillé de cette lueur spectrale que je connaissais si bien. « Montez dans votre camion, Gérard. Nous avons du chemin à faire. » La malédiction n'était pas brisée. Elle avait simplement changé de visage. « Non, mon père. Cette fois, je ne monterai pas. » Ma voix résonnait avec une assurance que je ne me connaissais pas. Le père Augustin, ou ce qui avait pris son apparence, m'a fixé avec surprise. « Vous n'avez pas le choix, Gérard. La malédiction doit perdurer. Détrompez-vous, j'ai enfin compris. » Pendant ces 3 mois de répit, j'avais beaucoup réfléchi, relu tous les documents des archives, étudié chaque détail de cette malédiction séculaire, et j'avais découvert la vérité. Il n'y a jamais eu de malédiction, n'est-ce pas ? Juste une âme brisée qui refuse de passer de l'autre côté. Le faux père Augustin a reculé, son masque commençant à se fissurer. Guilhem de Minerve n'était pas un parfait cathare, ai-je continué. C'était un simple berger accusé à tort d'hérésie, torturé, exécuté injustement, mais sa rage était si grande qu'elle a créé cette prison spirituelle.
la silhouette du prêtre s'est peu à peu transformée, révélant le vrai visage de Guilhem, un homme brisé, défiguré par des siècles de colère. Tu sais, je sais que vous n'avez jamais voulu faire de mal. Vous vouliez juste que quelqu'un comprenne votre souffrance, que quelqu'un témoigne de l'injustice que vous avez subie. Pour la première fois depuis 8 siècles, Guilhem de Minerve a montré autre chose que de la rage. Ses yeux spectrales faux ont laissé couler des larmes éthérées. Ils m'ont accusé, moi qui n'avais jamais fait de mal à personne. Mes brebis étaient toute ma famille, et ils les ont tuées aussi par pure cruauté. Je sais, j'ai lu votre vraie histoire dans les archives secrètes de l'Inquisition. Vous étiez innocent. Les décennies de recherche du père Augustin avaient fini par porter leurs fruits. Dans les caves du Vatican, il avait trouvé le témoignage d'un inquisiteur repenti qui avouait avoir falsifié les preuves contre Guilhem. Voici la reconnaissance officielle de votre innocence, ai-je dit en sortant le document que m'avait confié le vrai père Augustin avant sa mort naturelle la semaine précédente. L'Église reconnaît son erreur. Vous pouvez partir en paix. Guilhem a regardé le parchemin avec incrédulité. Les mots latins authentifiés par le sceau papal brillaient sous la lune. Après tout ce temps, une à une, les âmes prisonnières sont apparues autour de nous. Marcel, Henri, Paul, tous les disparus. Mais cette fois, ils souriaient. La prison spirituelle s'effritait enfin. « Nous sommes libres », a murmuré Marcel. « Vraiment libres ?» Guilhem s'est tourné vers moi une dernière fois. Pourquoi ? Pourquoi avoir pris tant de risques pour un mort ? Parce que la justice, même tardive, mérite qu'on se batte pour elle. Et parce que votre sang coule dans mes veines. Vous étiez de ma famille. Un sourire apaisé a éclairé le visage du berger maudit. Autour de nous, toutes les âmes prisonnières se sont élevées vers le ciel dans une lumière dorée. 8 siècles de souffrance s'achevaient enfin. Merci, mon descendant. Grâce à vous, je peux retrouver mes brebis au paradis. Guilhem de Minerve a disparu dans un dernier sourire, emportant avec lui tous les fantômes de la D612. Le kilomètre 62 est redevenu un simple point sur une route du Languedoc. Plus jamais aucun routier n'y disparaîtra. La vérité avait eu raison de la légende. Mais parfois, les nuits de pleine lune, des bergers de la région affirment encore voir un vieil homme paisible garder ses brebis spectrales dans les champs éternels du paradis. Moi, Gérard de Minerve, dernier descendant du berger innocent, je témoigne aujourd'hui que la justice divine existe. Il suffit parfois d'une âme courageuse pour réparer les erreurs du passé et libérer ceux qui souffrent en silence. La route est à nouveau sûre. Les âmes sont en paix. Et l'histoire vraie du kilomètre 62 peut enfin être contée.